Bienvenue dans le Pédago Flash, ici Julien Maurice et je suis avec Emlina Kukunuba. Alors on avait déjà enregistré ensemble d'ailleurs un podcast sur le COIL, je crois. Écoute, aujourd'hui on se voit. Bonjour déjà Emlina. Bonjour Julien. Alors donc aujourd'hui en fait on se voit pour parler gamification parce que tu as récemment fait d'ailleurs auprès de la communauté des talents pédagogiques un webinaire sur la question et moi je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire un petit podcast ensemble pour parler de tout ça, parce que c'est quelque chose que tu mets en place donc à IMTBS depuis un petit bout de temps. Tu as une belle expertise là-dessus avec pas mal d'outils que tu sais utiliser, que ce soit des outils d'ailleurs IA mais également des outils je dirais avant l'IA entre guillemets, que tu utilisais déjà par rapport à ça. Peut-être pour commencer, Emlina, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes? Oui, je suis Emlina Kukunuba, donc je suis coordinatrice, conceptrice du programme LV2, LV3 à IMTBS. Je m'occupe de la coordination de toutes les LV2, que ce soit arabe, japonais, chinois, etc. On a espagnol, bien sûr. On a 9 langues étrangères à proposer, en LV2 et en LV3. Parfait, merci beaucoup Emlina. Et du coup, alors pour vraiment entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous définir, toi qui l'utilises depuis un petit bout de temps maintenant, ce qu'est la gamification selon toi? Ouais, il y a eu la définition classique que tout le monde connaît. La gamification, c'est le fait d'utiliser des éléments du jeu dans des contextes qui ne sont pas ludiques a priori, comme l'éducation, mais il y a aussi le marketing et plein d'autres domaines. Ça, c'est la définition plus classique. Moi, dans l'enseignement, la gamification, donc, ça consiste à créer des expériences pédagogiques tellement amusantes et agréables qu'elles ressemblent à des jeux. Mais ce ne sont pas des jeux. Le problème, c'est qu'on confond souvent et on assimile souvent la gamification au jeu. Et ce n'est pas le cas. On peut gamifier sans vraiment jouer, mais en utilisant des mécaniques appropriées, en prenant des mécaniques qui viennent du contexte du jeu. Ok, très bien. Alors tu vois, moi par exemple, j'ai un profil qui n'est pas forcément... j'accroche pas tellement moi personnellement à la gamification pour l'apprentissage. Par contre je suis plutôt gamer, tu vois, je fais des jeux vidéo classiques et je voulais savoir en fait justement quelle est la différence finalement qu'on va retrouver dans les jeux classiques et dans les expériences plutôt type pédagogique, vraiment s'il y a des choses un petit peu clés que tu peux nous donner par rapport à ça. Déjà dans la gamification en éducation, c'est essentiel partir des objectifs pédagogiques et du contenu, chose qu'on n'a pas dans un jeu classique, par exemple un jeu vidéo, où il n'y a pas forcément un apprentissage d'une notion en particulier. Ouais. Donc là, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ça. Ce sont les objectifs et les contenus qu'on veut travailler. Et donc en fonction de ça, on va voir comment on peut concevoir quelle mécanique adopter. Pour faire passer ces contenus et quels sont les niveaux aussi qu'on va proposer, comment on va fragmenter les contenus de façon à ce qu'on puisse proposer des différents niveaux, parce que dans la gamification, il est essentiel de voir la progression. Ouais. Et dès là, l'importance des niveaux. Et justement, par rapport à des mécaniques de jeu, est-ce que tu peux reprendre les principales mécaniques qu'on va retrouver j'imagine qu'il y en a beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y en a certaines que toi, tu affectionnes particulièrement pour justement mettre en place ce type de gamification, motiver les apprenants? Il y a les quêtes, le fait d'aller chercher l'élément inconnu aussi, jouer avec la surprise, proposer des éléments de surprise qui n'étaient pas prévus, annoncés dans les programmes. Éveiller l'attention encore un peu plus. Et on joue avec l'élément surprise. Et effectivement, et d'ailleurs, je voyais qu'il y avait plusieurs types de gamers aussi, de joueurs. Et je pense que ça se retrouve aussi finalement dans la pédagogie. Il y a, je crois, en gros, il y a les achievers, ceux qui veulent vraiment tout valider de A à Z. Il y a ceux qui sont plutôt explorateurs, il me semble. Il y a les tueurs qui là vont plutôt être dans l'envie d'être en compétition, etc. Oui. Et ça, c'est des choses également que tu vas utiliser. Et est-ce que tout le monde adhère finalement à ce que tu leur proposes finalement? C'est un des secrets de la gamification, justement, qu'il faut... d'abord, il y a plusieurs classements. Le classement de 4 types de joueurs, mais après, il y a 6 types de joueurs, plusieurs classements à voir. Ouais. Mais de toute façon, ça revient à peu près à la même chose. Il y a des étudiants, des joueurs ou des profils qui sont plus dans la compétition
gamification, d'autres qui sont plus dans le côté social, d'autres qui sont dans le fait de vouloir terminer, faire toutes les activités prévues, etc. Et d'autres qui veulent collectionner des badges, des récompenses, des points, etc. Donc, dans la gamification, ce qu'on doit chercher, et une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est à proposer des missions ou des défis qui puissent convenir à tout type de joueurs. Jouer sur la variété et proposer des missions, des défis, enfin, qui puissent convenir par exemple aux gens qui aiment le côté plus social, à ceux qui aiment la compétition, et pour trouver un équilibre, que tout le monde essaye de se retrouver là. Parce que si on va privilégier, par exemple, et ce qu'on critique souvent la gamification, c'est privilégier le côté points. Ouais. Points et classement, ça va convenir à un type de joueurs, mais pas forcément aux autres. Donc, ceux qui cherchent le côté social, ils vont se décourager, se démotiver. Et je vois que tu avais un exemple très, très concret aussi, très intéressant par rapport à Duolingo. Oui. C'est vrai que c'est un peu l'application, si on devrait prendre un exemple emblématique d'une application gamifiée pour l'apprentissage qui fonctionne, qui a un modèle économique et qui vraiment... même je crois qu'elle est même cotée en bourse, il me semble. C'est vrai que Duolingo est très connu. Et je dirais que tu avais d'ailleurs distingué deux types de leviers. Il y en avait qui jouaient sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation de l'individu lui-même à se développer d'une manière, on va dire, sans avoir juste pour le plaisir d'apprendre. Voilà. Exactement. C'est ça. Et puis il y avait la motivation extrinsèque, où là, justement, si on pouvait la comparer un petit peu quand on travaille, ça va être le salaire, si on veut. C'est pas, voilà, c'est plutôt un petit peu comme tu dis, les points, voilà, les facteurs externes. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que finalement, dans Duolingo, il y a plus, il me semble, de motivation extrinsèque, finalement. Il y en a des deux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des leviers de motivation qui appartiennent plus au côté gauche. On avait vu effectivement, je me rappelle Octalysis, le côté droit et le côté gauche. Mais il y en a des deux. Parce que ce que je disais, il y a aussi le côté social et le fait que les joueurs peuvent communiquer, les joueurs, là c'est plutôt les apprenants, peuvent communiquer entre eux, qu'on peut s'envoyer des messages, féliciter les autres, intégrer des ligues et tout ça, ça aide beaucoup pour le côté social. Donc ils ont développé ça aussi, je ne l'avais pas forcément vu moi en tant qu'utilisateur, parce que je n'avais pas forcément pris la version payante, je crois, mais effectivement il y a peut-être d'autres leviers que je n'avais pas explorés. Mais même dans la version gratuite, c'est comme ça. D'accord. Et il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien sur Duolingo, c'est déjà le niveau et la progression qui est bien étudiée. On voit qu'on passe d'un niveau à un autre, que c'est relativement facile, que si on se trompe, on a la possibilité de recommencer. On n'est pas puni à cause des erreurs et tout ça. Et donc, ça aide beaucoup. Il y a aussi le feedback immédiat, avec les petits personnages qui viennent faire des gestes, etc. Et puis les félicitations. Effectivement. Et il y a aussi le côté... tu sais, comme avoir une ligne, entre guillemets, pour créer une habitude. C'est-à-dire, tous les jours, on l'utilise un petit peu. Oui, donc, on maintient la flamme ou quelque chose comme séries, ça. Oui, c'est la notion de série. Et ça, je pense que c'est avec des rappels. Attention, vous allez perdre votre série de 5, 10, 20, etc. Et ça, c'est un élément aussi qui peut fonctionner. Mais ça reste encore, je trouve, assez extrinsèque, entre guillemets. Mais bon, comme tu dis, ils font des deux. Pour fidéliser les apprenants. Là. Et, oui, parce qu'ils jouent avec un des leviers de motivation qui est l'aversion à la perte. Donc, c'est ça. Pour ne pas perdre sa série de je ne sais pas combien de jours, les gens sont obligés de se connecter, même s'il est 3 heures du matin, etc. Et voilà, j'écoutais justement ce matin qu'actuellement, ils ont 3 millions d'utilisateurs qui ont une série de 360 jours de connexion suivie. Wow. Et 3 millions, c'est beaucoup. C'est incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, ils se connectent à l'application. Et s'il n'y avait pas peut-être cet élément-là, ils ne le feraient peut-être pas. Oui, non. Et puis, le fait qu'ils reçoivent aussi un courrier, que c'est très bien étudié, ils s'expliquent très bien comment ils font les petits courriers qu'ils envoient à la même heure de la dernière connexion. C'est un peu de la manipulation au final. Oui, il y a beaucoup. C'est encore un des reproches à la gamification, que c'est utilisé pour manipuler les gens. Et comme c'est très utilisé en marketing, voilà. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Oui, si on peut c'est pour fidéliser
les utilisateurs de l'application dans ce cas, oui. Ouais, hein, c'est super intéressant. Et du coup, alors, nous, on n'est pas Duolingo, on n'a pas les moyens de développer tout ce qu'ils font. Ceci dit, toi, tu as mis pas mal de choses en place, notamment avec Geniali, beaucoup que tu utilises pas mal. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'exemples concrets que toi, tu as mis en place? Je crois que tu avais 2 exemples, notamment, que tu avais présentés lors de notre webinaire, que je mettrai en lien d'ailleurs hein, dans la description. Oui. D'abord, je voudrais dire que la gamification, elle n'est pas forcément numérique. Elle peut être aussi, on peut faire des gamifications analogiques, utiliser du papier, les jeux du crayon, de plateau. tout ça. Ouais, tout ça. Donc, ouais. Moi, j'utilise beaucoup Geniali parce que c'est un outil qui me semble très, très approprié pour ça et qui donne beaucoup de possibilités. Donc, on peut diversifier, intégrer beaucoup de choses. Donc, c'est plus la facilité de pouvoir retrouver énormément d'activités qu'on peut déjà intégrer sur un Geniali. Donc, je fais des petites gamifications et tout ça, mais des exemples que j'avais cités, c'était celui de la gamification d'une nouvelle. Donc, une nouvelle d'un auteur uruguayen, Horacio Quiroga. Et bon, je racontais là dans l'exemple comment j'avais mis ça en place, de quelle façon j'avais intégré tous les éléments de gamification, créer les niveaux à partir des trois étapes qu'on utilise dans le travail d'exploitation pédagogique d'un document, que ce soit sonore, audio ou dans ce cas une nouvelle, par exemple un texte. Donc les 3 étapes, la prélecture, la lecture et la post-lecture, je les avais converties en niveau. Donc, et à l'intérieur de chaque étape, j'avais mis les activités classiques, mais révisitées pour ainsi dire, qu'on utilise dans ce type avec des côtés interactifs où on doit rechercher quelque chose, on a des indices, etc. Exactement. Donc, par exemple, dans l'étape de prélecture d'une nouvelle, par exemple, ou d'une œuvre littéraire en soi, on étudie souvent l'auteur, son œuvre, le contexte historique et tout ça. Et moi, ce que j'avais fait, c'est qu'au lieu de mettre une biographie, ça, j'aurais pu faire ça, donner une biographie, après faire un caout, dire que c'était gamifié. C'est vrai. J'ai eu la chance de trouver beaucoup de photos d'une des maisons où il avait résidé, où Horacio Quiroga avait résidé pendant une période. Donc j'avais créé une sorte de visite, parcours, où on pouvait rentrer dans la maison, chercher des indices, trouver les informations nécessaires pour reconstruire la biographie et après pouvoir faire le test. Ah, super intéressant, parce qu'il y a une machine à écrire, donc il écrit, oui, il y a un ballon de foot, il joue. Voilà. Et à chaque fois, mettre des exemples de ce qu'il faisait. Et du coup, il y avait ce côté exploration, finalement, c'est ça? Il y avait le côté exploration et ça ramenait il pouvait trouver des vidéos, par exemple, qui parlaient de l'auteur et de son œuvre. Il pouvait trouver des exemples des livres. En plus, il pouvait voir l'habitat de l'auteur parce qu'il y avait la machine à écrire, la vieille machine à écrire, les bureaux où il travaillait, tout ça. Donc, ça donnait super intéressant. Un côté immersif. Parfait. Et du coup, tu avais une autre expérience que tu voulais peut-être aborder ici? L'autre expérience, c'était par rapport à la publicité. D'accord. Oui, ça c'était... cette histoire, c'était un peu le hasard parce que je voulais faire un festival de publicité. J'avais déjà réalisé avant, mais avec mes groupes. Et cette fois-ci, je voulais impliquer la plupart des profs d'espagnol initialement. Mais je voulais que tous les étudiants aient à peu près le même type de préparation. Je commençais à concevoir un support, genre à consulter et tout ça. Et puis je me suis dit non, mais pourquoi pas faire une gamification? Ça va être plus engageant. Et je serais sûre qu'ils vont aller jusqu'au bout. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai construit une gamification autour d'une histoire. Il y a toujours dans les gamifications un élément essentiel, c'est la narration. Et donc il y avait une narration où ils avaient une mission pour sauver un petit royaume envahi par la publicité. Et pareil, là il y avait 3 niveaux, donc 3 niveaux plus des niveaux additionnels. Et les niveaux correspondaient, le premier à tout ce qui est publicité, affiches publicitaires et tout ça, tout en rapport avec l'image. Le deuxième niveau, c'était la publicité radio. Et le troisième, publicité plus audiovisuelle, vidéo. Il y a un élément qui est intéressant, je ne peux pas te couper, que tu as dit, c'est que ça te permettait d'être sûr qu'ils aillent jusqu'au bout. Est-ce que c'est vraiment le cas, du coup? Si. Oui, parce que... D'accord, super intéressant.
D'abord parce que les 3 niveaux correspondaient aux 3 types de publicités qu'ils pouvaient présenter. D'accord. Et à la fin, ils recevaient l'invitation pour participer au festival de publicité. Et le lien pour intégrer leur donc, tu avais publicité. le reward, entre guillemets. Exactement, c'est encore peut-être un autre... l'achievement peut-être, je sais pas, non, le badge un petit peu, on pourrait comparer ça plutôt au point, sauf que là c'est une invitation, donc c'est quand même, c'est intéressant. Je sais pas si ça porte un nom en termes de... Ouais, en termes de gamification. C'était la récompense finale. C'est récompense, c'est ça. Une récompense finale, mais dans les différents niveaux. Pour la première gamification, là, sur la nouvelle, à la fin de chaque niveau, ils recevaient un badge. D'accord. Et moi, je te dis ça parce que c'est vrai que moi, je l'ai mis en place aussi de la gamification, mais beaucoup plus simple sur des choses peut-être plus classiques. Et tu vas me dire que c'est peut-être pas tout à fait de la gamification. Je pense que c'est peut-être trop de dire que c'est de la gamification. C'était dans un espace Moodle. En fait, il devait tout simplement... Il y avait mettre une ligne de progression. Tu vois, mettre une barre de progression. Tu sais, les achievers, ils ont envie que la barre, elle soit verte, par exemple. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi il changeait de ceinture. Enfin, donc, il y avait une notion de point. C'était avec Level Up. Donc, il changeait de statut, on va dire. Et puis, il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, il débloquait au fur et à mesure les activités avec les conditions d'achèvement. Et ces 3 choses-là faisaient que quelque part, moi, j'avais un suivi aussi de ce qu'ils faisaient. Et ils avaient un badge aussi à la fin. Ils avaient un badge. Mais toi, ça restait assez soft, entre guillemets, comme gamification. Mais je trouve que c'était plutôt intéressant et ça permettait vraiment aussi à l'enseignant, je crois qu'il mettait 1 ou 2 points, tu vois, juste pour dire voilà, vous avez au moins terminé tout, parce que c'était des cours hybrides, donc ils devaient regarder des vidéos. Et effectivement, ça permettait de voir qu'ils allaient jusqu'au bout. En fait, la progression, non, mais le fait de voir sa progression, ça motive énormément. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un point, je pense, essentiel et effectivement, c'est emprunté aussi aux jeux vidéo finalement. Quand je disais que moi, c'est vrai que je n'utilise pas trop de gamification pour apprendre, c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à apprendre avec YouTube, avec des vidéos, des formations. Mais je pense qu'en tant qu'étudiant, j'aurais sans doute apprécié, tu vois, ce genre de dispositif qui me force quelque part à aller au bout, comme tu dis. Progression et feedback immédiat. Ouais. Ça fonctionne très, très, très bien. D'ailleurs, c'est le principe minimal des quiz, finalement, parfois, qui peuvent être assimilés pour certains de la gamification, encore une fois, sur un niveau beaucoup plus soft que ce que tu fais toi. Mais le fait que, par exemple, on va jouer avec des quiz, tu parlais de Kahoot ou Clap ou des choses comme ça, où tu vas voir tout de suite le résultat, tu vois, tiens, je suis 2e. D'ailleurs, c'est pareil, tu as le résultat, mais tu vois également, théoriquement, tu peux activer ces modes-là, compétition, pour voir, tu as répondu plus vite, tu es en telle position, etc. Donc effectivement, moi ayant d'ailleurs participé comme ça pendant des séminaires à ce genre d'activité avec Kahoot, je crois, en l'occurrence, je trouve que c'était assez prenant. Moi, je m'étais pris au jeu, tu vois. Donc voilà, donc effectivement, même des choses peut-être... Je sais ce que tu as mis en place, faut pas se leurrer, c'est que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps. Je mettrai le lien d'ailleurs vers le webinaire aussi qui sera en complément de ce podcast. Mais après, au-delà de ça, on peut, avec la méthode des petits pas, faire des choses peut-être plus simples au début, simplement mettre peut-être une barre de progression, un badge à la fin, ou voilà, récompenser en quelque sorte l'étudiant quand il arrive au bout. Là, tu mettais une invitation, c'est une super idée. Ça peut être autre chose, dire attention, quand vous allez au bout, vous verrez la super image de je ne sais quoi. Enfin, bref. Et je pense que rien que d'ajouter des petites ficelles comme ça, même qui sont peut-être moins consommatrices en temps, peut-être pas tout faire d'un coup. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais de toute façon, c'est quand on commence en gamification, ce qui est conseillé, c'est de faire des petits pas, de faire des toutes petites gamifications. Oui, commencer par les barres de progression et tout ça. Alors attention, il faut faire très attention à tout ce qui est compétition, parce que ça peut conduire justement à un des dangers de la gamification, c'est de rester dans les côtés superficiels. Ouais. Et donc que les publics, finalement, soient plus motivés par tout ce qui est points, compétition, etc. Et qu'ils s'oublient qu'on évalue des compétences et qu'on est là pour apprendre. Mais les faire de façon légère et puis ajouter des petites activités qui impliquent la collaboration, l'échange, des choses comme ça. Ouais. Ça peut aider. Et de toute façon, pour toute gamification, quand on commence et quand on a peu de temps pour gamifier, il faut commencer par activer la motivation extrinsèque.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est ce Parce que que l'autre, fait elle demande Duolingo. beaucoup plus, l'autre, elle demande beaucoup plus de travail. Ouais. Et je pense que c'est ce que fait finalement Duolingo dans sa stratégie, c'est qu'au départ, ils vont activer cela. Et je pense qu'après, ceux qui vont peut-être aller dans des communautés, échanger, c'est des gens plus investis, plus engagés, qui ont développé après l'intrinsèque, pardon. Et effectivement, ouais, c'est un bon conseil, je pense. Et après, petit à petit, aller dans les choses un peu plus... Et puis les gens qui ont envie d'apprendre vraiment, même si on ne va pas maîtriser une langue étrangère avec Duolingo, mais ce qu'on apprend, ça reste. Enfin, parce qu'à force de répéter, si tu as appris le mot ananas en portugais, tu ne vas jamais l'oublier. C'est vrai. Parce que, oui. Donc, déjà, les gens qui sont motivés par l'apprentissage, ils ont déjà un peu d'avance. Tout à fait. Et après, c'est vrai que tu vois... moi, ça m'inspire parce que, bon, encore une fois, j'aime bien je suis assez joueur par rapport à des jeux vidéo. Par exemple, toi, typiquement les jeux. Je sais pas si tu joues un petit peu, toi, Emina, ou pas du tout. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Par exemple, les jeux open world, typiquement aujourd'hui, souvent, ce qui se fait, c'est qu'il y a des quêtes principales. Ça, on suit un petit peu comme on pourrait le faire, toi, sur un cours, en disant, voilà, ça, c'est des étapes obligatoires. Puis après, tu peux faire des quêtes annexes qui sont pas forcément. Où tu n'es pas obligé de les finir, en fait. Hein. C'est juste si tu as envie, ou tu as envie d'avoir. Voilà, que ton personnage se développe le plus, etc. Donc, et je sais que toi, ce type de choses, ça pourrait aussi être possible en pédagogie. Par exemple, pour des personnes plus investies, alors dire, bah, toi, ok, toi, tu as suivi que la quête principale, ok, bon, bah, c'est bien, tu as fait le job, entre guillemets, mais après, rien n'empêche d'aller peut-être sur des quêtes annexes, entre guillemets, et ça peut être intéressant. Ça, c'est indispensable même. Ah, ok. C'est indispensable parce que, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé des trois types de motivation, enfin, 3 besoins, pardon, pour que la motivation intrinsèque apparaisse. Ouais. C'était le besoin d'autonomie, le besoin de compétences, le besoin des liens sociaux. Okay. Et justement, ce type de choses-là répondent aux besoins d'autonomie. Ah. Donc, là, dans ce cas, notre apprenant, il sent que c'est lui qui prend les décisions et qu'il décide les activités qu'il va faire et celles que... Et tu vois, ça se retrouve dans la pédagogie Montessori. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce type de pédagogie où justement on dit à l'élève, moi j'ai pas été dans des écoles Montessori, mais j'avais lu pas mal de choses là-dessus, on lui dit, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et c'est le côté, même si quelque part il n'a pas non plus 40 000 choix, en fait, le fait de juste laisser l'impression du choix, ça motive. Ok, tu as pris maths, français, ok, tu vas faire maths parce que tu as choisi. Quelque part, ça implique. Ah, ok, d'accord. Donc tu as dit autonomie sociale, et compétences. Et compétences. Le besoin des compétences, on le retrouve dans la progression, justement. C'est pour ça que c'est essentiel, parce que là, ils vont voir que, oui, vraiment, ils apprennent quelque chose, ils évoluent, leurs compétences évoluent. Ouais. Non, mais c'est. Puis, comme on dit, c'est. Là, pour le coup, dans le cadre d'un cours, c'est entre guillemets de la manipulation dans le bon sens du terme pour les faire apprendre des choses. Mais tu vois, par exemple, si je prends l'exemple pour des jeux vidéo, parfois je me dis, j'ai passé 3 heures à vouloir terminer toutes mes petites quêtes annexes, ça m'a rien apporté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a la frustration qui vient après. Mais c'est parce que voilà, on se rend compte qu'on est manipulé par des choses, mais pour le coup, dans le cadre de la pédagogie, ça peut être super intéressant quand comme tu le dis, si on a appris ananas, on va s'en rappeler, puis ça va nous servir. Donc c'est super intéressant. Non, top, Emina. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant comme sujet, et puis vraiment, t'es très avancé. Hein. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font autant de gamification. Et on aurait pu parler de plein d'outils. Hein, pour faire une petite synthèse, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, même dans Moodle en tant que tel, on peut mettre en place des petits systèmes de gamification, j'en parlais, hein, on peut très bien débloquer au fur et à mesure des choses, on peut mettre des badges, on peut par exemple mettre des progressions aussi, hein. On a un plugin qui est ajouté sur notre plateforme Level Up, donc pour les enseignants qui nous écoutent, la IMTBS ou ailleurs, hein, sachez que c'est disponible déjà dans des plateformes, on va dire LMS de base. Au-delà de ça, toi, tu es une grosse utilisatrice donc, de Geniali. Nous, on a également un outil qui s'appelle VTS Editor qui permet de faire des choses un petit peu comme ça aussi. On peut faire parler également des avatars. Tu vois, il y a ce côté aussi, pour en quelque sorte raconter des histoires, t'en parler aussi, hein, ce côté un peu storytelling. Donc voilà, qui peut être une forme de gamification. Voilà, il y a des tas de manières de faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être focus, à mon avis, sur l'outil, entre guillemets, parce que comme tu le dis, on peut tout à fait le faire avec, comme tu le dis, avec des cartes. Moi, je sais que j'avais fait, tu vois, un Time's Up pédagogique, par exemple. Pour apprendre des mots de vocabulaire où au départ, il devait
choisir des cartes, il devait donner une description. Après, le jeu, c'était de dire en un seul mot, de trouver quelle était la définition, et puis après de faire les gestes. Tu vois, le Time's Up classique, mais côté pédagogique. Et je sais qu'il y a des tas de jeux comme ça, de plateaux qui ont été transformés d'une manière un petit peu pédagogique. Et d'ailleurs, Trivial Pursuit, c'était quelque part, c'est des questions. Enfin, on apprend des choses aussi à la base par rapport à tout ça. Voilà, simplement pour pas. Puis il y a aussi des outils peut-être encore plus rapides à prendre en main comme Quiz Wizard. Pas forcément, il y a Quiz Wizard, mais il y a WooClap notamment. WooClap, qui permet de faire des choses aussi en gamification. Encore une fois, c'est de la gamification. Voilà, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment de la pure gamification. Non, mais ça, ce sont des outils qu'on peut intégrer dans une gamification. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a le fameux outil dont je parlais, là, qui est très gamifié aussi. C'est pareil, c'est un peu comme WooClap. J'en parlais avec le chronomètre. Kahoot, pardon. Ah oui. Kahoot qui est aussi très gamifié avec de la musique, etc. Voilà. Donc voilà, sachez que ça existe aussi. Voilà, que il y a vous vouliez Educaplay aussi. Educaplay propose plein d'activités. On pourra mettre le lien, si tu veux, de tout ça. Je mettrai le lien vers ton webinaire que tu as donné, qui était vraiment top, je trouve, par rapport à... Parce que c'était visuel aussi. Vers Educaplay, si tu veux, puis tu me dis qu'il y a pas mal de choses. Et puis comme ça permettra aux gens de s'y mettre. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, le message, c'est la technique de petits pas. En tout cas, ça fonctionne a priori. Ouais, pour commencer, parce que c'est un des problèmes de la gamification. Bon, c'est d'abord que c'est assez chronophage. Ouais. Ça demande, si on fait une gamification profonde, ça demande beaucoup d'investissement. C'est ça. Utiliser plein d'outils, c'est long. Après, c'est pas la solution miracle non plus. Ouais. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, qu'on peut avoir des désillusions. Et d'ailleurs, par rapport à ça, peut-être juste une question que je t'ai pas posée sur le retour que tu as eu des étudiants, justement. Est-ce que tu évalues tes enseignements, je veux dire, avec un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ces outils-là? Dans ce cas, j'ai oublié de le faire. Ce que j'avais fait, et c'est une erreur de ma part, mais c'était la fin du semestre. Comme quoi, ça arrive au meilleur. Ouais, merci. Mais c'était la fin du semestre, etc. Donc, on avait plein de choses. Ce que je fais, c'est une réunion avec les enseignants pour voir comment ils avaient ressenti l'expérience. Ah oui, parce que tu le fais pour tes enseignants que tu encadres aussi. Oui, moi, j'ai pas génial. eu le... Excellent. Là, le problème est plutôt là, qu'il y avait des enseignants qui n'étaient pas du tout familiarisés avec eux. Oui, exactement. Donc, je présentais l'outil, je fais un petit livret où il y avait tout été indiqué pas à pas. Ouais, génial. Après, il y a ceux qui prennent ça très au sérieux, qui font toute l'activité comme c'était des apprenants, et ceux qui arrivent à la dernière minute et font avec un peu moins d'investissement. Mais tout le monde a joué les jeux, de toute façon. Okay, et j'ai eu plein de remarques. De toute façon, je corrigeais après des petites choses qui ne marchaient pas très bien. Non, mais ce qui est super, c'est que du coup, ce n'est pas quelque chose que tu fais dans ton coin, tu as essaimé finalement cette pratique-là. Oui, dans parce que beaucoup de j'ai cours. très peu de cours, donc je peux pas les faire. Super. Mais la première, celle de la nouvelle, je l'avais fait c'était une gamification que j'avais construite et appliquée dans mes cours. Et après, tu t'es dit, tiens, je vais le proposer à tout le monde parce que je coordonne différentes langues. Et du coup, les retours que tu as eus de tes collègues enseignants, c'était plutôt positif? C'était plutôt positif, les étudiants avaient apprécié. C'était même pour la question de la publicité, la gamification sur la publicité. J'avais bien choisi mes activités, je passais beaucoup de temps à chercher les images appropriées, les publicités appropriées, comment étudier la question de la narration aussi en publicité, les exercices qui convenaient et tout. Créer des petits personnages, parce qu'il y avait les méchants et les gentils, comme partout. Et donc, il y a des profs qui m'ont dit qu'il y avait des étudiants qui avaient trouvé des personnages préférés, des activités préférées et tout. En principe, c'était quelque chose. C'est super gratifiant. Du coup, c'est quelque chose que tu continues et tu vas continuer à développer cette orientation. D'autres choses dans d'autres domaines. Ouais. En plus, c'était une activité inusuelle. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Ouais. Donc, ça joue aussi pour la motivation, le fait de proposer quelque chose de différent. Ouais, parce qu'après, si tout le semestre, on propose des gamifications et tout ça. La variété, au bout d'un moment, si au bout du 50e WooClap, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est compliqué. Ok, écoute, super. Merci en tout cas, Emelina, pour tout ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure? Juste une petite explication à la fin, parce que j'ai expliqué
les récompenses pour la première gamification, où ils recevaient les badges et tout ça. Mais la deuxième gamification, il s'agissait de la publicité, ce qu'ils recevaient comme prix ou récompense. De l'argent. Non, de l'argent. Pour aller... Non, une place pour aller participer à une publicité. Non, en fait, ce qu'ils recevaient, c'était un code à chaque fois, un chiffre, qui leur permettait de composer un code. Et ce code, à la fin, ils pouvaient considérer que la mission était remplie quand ils utilisaient le code pour ouvrir le coffre qui contenait l'invitation. D'accord, c'est un peu comme un escape game, entre guillemets, oui, un peu, où il y on avait désamorce la bombe, oui, on ouvre le coffre final. Il y avait un mélange de tout ça. Ah, c'est super. Bah écoute, top. Vraiment, vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, j'ajouterais par rapport, pour ceux qui utilisent Genially, je crois qu'il y a Scape, c'est ça, la communauté Scape, qui font des outils un petit peu comme ça, clé en main, qu'on peut intégrer après dans Genially. Non, mais maintenant, Genially, il a intégré beaucoup de choses. Directement, on n'a plus besoin d'aller forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire directement sans passer par des choses complémentaires, des extensions. Oui, extensions, parce que les extensions, parfois, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, bah écoute, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, Emelina. Et puis, je vous donne rendez-vous dans le prochain Pédago Flash très très vite. Merci à tous et à bientôt, Emelina.